L'un des hommes les plus puissants du monde. Cet homme dirige dans l'ombre toutes les boîtes qui font votre quotidien. Apple, Google, Facebook, Amazon, Disney, Netflix possède la plupart des banques américaines et c'est même le seul chef d'entreprise qui a eu un siège à l'Elysée. C'est très délirant et ça paraît presque surréaliste. Voici BlackRock. BlackRock possède toutes les Big Pharma ainsi que la plupart des médias mainstream américains, tout en étant l'entreprise qui gère plus de 10% de toutes les transactions dans le monde. BlackRock est si puissant que l'entreprise est valorisée à 10 000 milliards de dollars, ce qui fait d'elle le troisième plus gros. Vous ne le connaissez pas, mais voici l'homme qui s'en rapproche le plus d'un boss final d'un jeu vidéo, mais dans la vraie vie. Cet homme est si puissant qu'il peut faire bouger l'économie comme il veut et peut dicter ses lois. C'est bien évidemment l'un des hommes les plus puissants du monde. Cet homme dirige dans l'ombre toutes les boîtes qui font votre quotidien. Apple, Google, Facebook, Amazon, Disney, Netflix possèdent la plupart des banques américaines et c'est même le seul chef d'entreprise qui a eu un siège à l'Elysée. C'est très délirant et ça paraît presque surréaliste. Voici BlackRock. BlackRock possède toutes les Big Pharma ainsi que la plupart des médias mainstream américains, tout en étant l'entreprise qui gère plus de 10% de toutes les transactions dans le monde. BlackRock est si puissant que l'entreprise est valorisée à 10 000 milliards de dollars, ce qui fait d'elle le troisième plus gros PIB de la planète derrière les États-Unis et la Chine. Alors c'est parti et découvrez qui est l'un des hommes les plus puissants du monde et quel pouvoir il a sur vous. Celui qui contrôle l'argent contrôle le monde, disait Henry Kissinger. Et cette phrase, c'est sûrement celle qui définit le mieux Larry Fink. Il est né dans les années 50 à Los Angeles et a grandi dans une famille aisée. Il a toujours été avide de pouvoir et c'est presque pour ça qu'il passe ses premières années d'études pour devenir politicien à l'université des Sciences Po de l'UCLA. Mais le Larry, il réfléchit vite. Et il se rend compte de quelque chose. Le vrai pouvoir n'est pas dans la politique, mais dans l'argent. Il change alors très vite de cap pour se tourner vers la banque et les investissements. Et on pourrait même dire que Larry Fink fait partie des enfants nés avec une cuillère d'argent dans la bouche. Car grâce à son réseau plutôt aisé, il arrive à rentrer dans la société secrète de Wall Street à New York, Kappa Beta Phi. Et dans ce groupe, il a rencontré par exemple les présidents de Goldman Sachs, grosse banque américaine, et Michael Bloomberg, maire de New York entre 2002 et 2013 et fondateur du groupe financier Bloomberg, qui possède aussi des médias un peu partout dans le monde et aussi en France. Bref, grâce à ses connexions, Larry Fink commence sa carrière à First Boston à l'âge de 23 ans en tant qu'analyste financier, une banque d'investissement. Pendant ces années à First Boston, Larry a créé un nouveau fonds d'investissement appelé les créances titrisées. C'est un système innovant qui permettait de transformer des prêts immobiliers en titres négociables sur un marché secondaire. Cette idée était révolutionnaire à l'époque, mais nous la connaissons mieux sous le nom de subprimes. Enfin, surtout nos parents. Son séjour à First Boston, c'est aussi l'occasion pour lui de directement commencer à poser une empreinte sur le monde de la finance en devenant l'un des employés les mieux payés après avoir généré plus d'1 milliard de dollars. Prodige, futur roi de la finance. Saucé de toutes parts, Larry est sur le point de devenir une pointure de la finance au point d'être nommé le plus jeune PDG de First Boston à 29 ans. Mais cette ascension, trop rapide, retombe sur Larry en 1986. Ses méthodes d'investissement un peu trop risquées retombent sur l'entreprise et à cause de lui, la banque perd 100 millions de dollars en quelques mois. Toute sa réputation se réduit en poussière et se fait totalement bannir de First Boston. C'est maintenant la descente aux enfers de Larry Fink, plus personne ne lui fait confiance et il ne pourra plus jamais se relever de cet échec. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Cet échec lui servit de tremplin pour créer sa propre société, avec pour objectif maintenant de créer le service de la gestion et l'évitement des risques. Il s'associe avec d'autres membres de Kappa Beta Phi et en 88, il crée BlackRock. Et en un rien de temps, Larry fait fortune. En seulement 5 ans, BlackRock est passé d'une valeur de 5 millions de dollars à plus de 8 milliards de dollars. Et que fait BlackRock concrètement? C'est une société d'investissement. Imaginez, vous avez envie d'investir quelque part, mais vous ne savez pas où, ou même vous n'avez pas forcément le temps. Et vous aimeriez déléguer vos investissements à quelqu'un qui s'en chargera pour vous. Il s'occupera d'investir votre argent à votre place, là où il faut pour que vous gagniez beaucoup d'argent. Et c'est ce que fait BlackRock. Vous êtes un particulier ou une entreprise et vous donnez votre argent à BlackRock et lui s'occupe de le réinvestir là où il faut. Et grâce à l'effet cumulé de tous les gens qui font comme vous, l'investissement que BlackRock fait quelque part grossit et donc tout le monde peut avoir sa part du gâteau qui grossit aussi. C'est un vrai cercle vertueux. Mais cette société, c'est un petit peu House of Cards. Et dans BlackRock même, au tout début, il y a une vraie lutte du pouvoir qui s'enclenche. Larry Fink, il veut la plus grosse part du gâteau et ne veut surtout pas la partager. Il veut être le seul à la tête de BlackRock et faire ce qu'il veut de l'entreprise. Et en 95, il arriva à ses fins en faisant pression sur l'un des cofondateurs, Schwarzman,
pour qu'il vende sa participation dans BlackRock pour 250 millions de dollars, une participation qui vaudra aujourd'hui plus de 12 milliards de dollars à elle seule. C'est d'ailleurs ce Steven Schwarzman qui a permis la levée de 5 millions de dollars pour créer BlackRock. C'est un plutôt bon rendement. Et fin des années 90 et début des années 2000, Larry Fink devient de plus en plus puissant et influent. Mais c'est toujours pas suffisant pour son ambition, parce que jusque-là, BlackRock c'est beaucoup d'argent, oui, mais c'est simplement une société d'investissement. Elle s'occupe juste de prendre l'argent de ses clients pour le faire fructifier. Mais elle le fait avec un pouvoir incroyable, et ça, c'est grâce à son intelligence artificielle. À la création de BlackRock en 88, il crée aussi Aladdin, une plateforme de gestion d'actifs. Dès le début, l'objectif d'Aladdin, c'était de devenir l'une des plus puissantes plateformes de gestion, et Larry Fink a injecté beaucoup d'argent dans le développement de cette plateforme jusqu'à même en créer une intelligence artificielle. La plateforme Aladdin permet aux investisseurs de suivre leur performance de leur portefeuille en temps réel, mais surtout de gérer les risques et d'analyser les données du marché en utilisant les outils qui sont fournis. Et surtout, grâce à l'IA, Aladdin peut prédire les fluctuations du marché financier, ce qui lui permet d'être encore plus performant pour gagner de l'argent. Et c'est grâce à ces super ordinateurs que BlackRock a pu remplir la deuxième partie de son plan de conquête, s'immiscer partout. Grâce à Aladdin qui permet de gérer son argent sur les marchés boursiers, BlackRock a pu prendre des parts dans toutes les entreprises qui utilisent cette IA. Dans les médias comme le New York Times, la CNN, les GAFAM, les banques comme Goldman Sachs, les industries alimentaires et pétrolières. Bref, grâce à tout ça, Aladdin gère maintenant 20 000 milliards de dollars. La somme est juste aberrante, c'est le PIB des États-Unis. Aujourd'hui, en fait, BlackRock gère tellement d'argent qu'il a un contrôle direct sur l'économie, vu qu'entre autres, il possède l'économie. Vous allez comprendre qu'avec Larry Fink, son vrai désir à lui, c'est d'avoir le pouvoir, d'avoir le contrôle. Et ça, on le voit bien parce qu'aujourd'hui, il a l'arme et l'économie, mais il lui manque quelque chose pour pouvoir tout dominer, les gouvernements. En 1929, il y a eu la Grande Dépression, immense crise financière qui a créé un vrai effet domino et qui a permis au nazisme de prendre le pouvoir et ensuite de déclencher la Seconde Guerre mondiale. Donc ouais, cette crise fut extrêmement lourde de conséquences. Et depuis, on n'a pas eu de crise si lourde jusqu'en 2008 qui a quand même rebattu les cartes. En 2008, ce fut le pire crack boursier depuis cette fameuse crise de 1929. Et les traders ont dit que c'était le jour le plus fou qu'ils aient jamais vu sur le marché. Cette crise, elle a creusé un peu plus l'écart entre les riches et les pauvres, et la vie des millions d'Américains qui a changé à jamais pour le pire. Maisons saisies, perte d'emplois, perte de richesses, effondrement de grandes entreprises comme Lehman Brothers ou General Motors. Et nous en France, nous l'avons vécu mais pas aussi violent qu'aux États-Unis avec la hausse du chômage, etc. Et comme disait Winston Churchill, il ne faut jamais gaspiller une bonne crise. Et celle de 2008, c'était un événement fabuleux pour Larry Fink car tout le système qui s'écroulait, c'était les créances titrisées, en anglais mortgage, donc un concept qu'il connaît très bien car il a implémenté ça chez First Boston. Il a pu avoir un immense contrôle sur la crise. Ce qui a déclenché la crise, pour faire simple, c'est le fait que les investisseurs, que ce soit les banques ou les fonds d'investissement, ont accordé des prêts immobiliers à des emprunteurs. Et en cas de défaut de paiement des emprunteurs de ces prêts, les investisseurs peuvent subir des pertes importantes. Je vous épargne la complexité de la crise, mais pour faire simple, les investisseurs ne se sont pas rendus compte au début de la dangerosité de cette situation. Sauf Larry Fink. Il savait que le crack de 2008 se produirait, et l'accent mis par BlackRock sur la gestion des actifs l'a protégé de la crise. BlackRock a aussi aidé le secrétariat d'État américain et aussi la Banque centrale américaine, la Fed. Au niveau immobilier, qui est le domaine le plus problématique de l'époque, BlackRock se montre très actif puisqu'il rachète pas mal de terres habitables pour que tous les nouveaux habitants deviennent ensuite des locataires de l'entreprise. En fait, ce désastre était même une opportunité pour Larry Fink car il était le seul homme à Wall Street qui pouvait résoudre cette crise. Ainsi, grâce aux relations personnelles de Larry avec le secrétaire au Trésor Timothy Geithner, BlackRock a obtenu un contrat incontesté pour gérer les actifs de plusieurs banques qui se sont effondrées. Et grâce à cette crise, Larry Fink passe d'un homme influent de Wall Street à l'homme le plus puissant de Wall Street. Mais c'était encore que Wall Street. Il reste encore un pays à contrôler et même plus encore. Et donc, grâce à la stabilité et leur solide rendement, BlackRock est devenu le plus grand acteur de ce tout nouveau marché. En profitant de cette crise, il a pu vraiment atteindre le sommet de l'économie, aspirant de l'argent de partout grâce aussi à sa nouvelle plateforme Aladdin. Et si BlackRock a de l'influence sur le marché, qu'est-ce qu'il va en faire de cette influence ? Juste après la crise de 2008, Larry Fink a rejoint le Forum économique mondial. Cette organisation regroupe beaucoup de personnes politiques, de technocrates, de chefs d'entreprise, etc. Ils influencent les gouvernements et donc la gestion des nations grâce à leur pouvoir. On aura l'occasion d'y revenir, mais pour faire simple, rejoindre le forum permet d'avoir accès à des investisseurs, donc gagner plus d'argent, mais seulement si vous suivez l'agenda politique du forum. Et donc, grâce à son entrée dans le forum, il arrive maintenant à communiquer en personne avec les gouvernements américains et étrangers, ce qui lui permet de s'immiscer plus seulement dans son pays, mais aussi dans la gestion économique étrangère. Et en 2020,
BlackRock prend encore plus de pouvoir car dès le début de la crise, la Réserve fédérale américaine engage Larry Fink pour gérer les investissements et se protéger de la récession causée par le Covid. Et grâce à tout ça, il étend de plus en plus sa zone de pouvoir. Il contrôle la culture, la politique étrangère, aussi en France, que ce soit les banques, les plus grandes boîtes du monde entier. Et comme je l'ai dit déjà, BlackRock supervise 10% des actifs de l'économie mondiale et possède des parts dans toutes les entreprises, les médias, les banques, les sociétés pétrolières, les fabricants d'armes. BlackRock est majoritaire dans tous les plus grands médias américains, ce sont les équivalents de TF1, LC et BFM. Ils ont même 12% chez Disney, Apple, Microsoft, Amazon, Netflix, Google, Visa, Master, Pfizer, bref beaucoup. La liste est longue. Et on pourrait aussi supposer que la raison pourquoi on n'en a jamais entendu parler, c'est parce qu'ils possèdent 90% des médias. Ils peuvent donc faire en sorte de rester le plus possible cachés. En quoi ça dérange qu'un fonds d'investissement ait des parts dans plein d'entreprises? C'est là le problème. En fait, aujourd'hui, ils possèdent d'énormes quantités d'argent et aussi Aladdin qui permet de faire fructifier celui-ci. Parce qu'Aladdin permet de faire gagner encore plus d'argent parce qu'il a des prédictions vraiment précises sur comment celui-ci fluctue sur les marchés. Et l'argent, ça fait rêver, on est d'accord. Et grâce à ce pouvoir, il peut transformer n'importe quoi en un investissement plus que rentable. Aladdin possède maintenant d'énormes quantités de données personnelles, sur tous ceux qui ont donné de l'argent à BlackRock, consenti ou non. Et avec un outil aussi puissant dans leur arsenal, tout le monde veut maintenant une part du gâteau. BlackRock se sert de cet argent pour influencer les décisions des gouvernements. Et maintenant, avec la récession, BlackRock achète aussi en masse les maisons et les biens immobiliers en Amérique et même en Europe, notamment en Allemagne. Ce qui fait monter les prix de l'achat d'immobilier, donc encore moins de personnes peuvent se le permettre et BlackRock peut en acheter encore plus. Les problèmes de BlackRock ne s'arrêtent pas là car l'entreprise devient en août 2020 la première société étrangère à être autorisée par la Chine à investir dans les entreprises chinoises. Et grâce à ça, BlackRock investit maintenant dans des entreprises blacklistées par les États-Unis. Par exemple, il investit maintenant dans Hikvision, une entreprise chinoise qui fabrique des technologies de sécurité, caméras de surveillance et de reconnaissance faciale à usage civil par le gouvernement chinois. Oh, comme c'est bizarre! Oh, alors! Cette entreprise est blacklistée pour violation à grande échelle des droits de l'homme. Et cet argent investi en Chine n'est pas seulement l'argent de BlackRock. La plupart de cet argent provient des fonds de pension, des comptes bancaires que les gens ordinaires versent à BlackRock, sans avoir conscience que celui-ci va servir à financer les pires technologies possibles. Et je n'ai même pas parlé des sociétés de fabrication d'armes. Les gens n'ont pas le choix de où va aller l'argent que BlackRock gère. Et cette idée de financer des régimes totalitaires est plutôt dérangeante pour la démocratie occidentale. Ça donne du pouvoir à des régimes tels que la Chine et la Russie et ça soutient des régimes dystopiques. Cette tendance encourage également d'autres investisseurs à faire de même. Par exemple, BlackRock a récemment recommandé à ses investisseurs de tripler leurs investissements en Chine, ce qui mettrait des milliards de dollars supplémentaires dans un régime dystopique. Le pire, c'est que la Chine considère les entreprises qui y opèrent comme des simples extensions du PCC, le parti communiste chinois. BlackRock connaît les coordonnées bancaires du monde entier, ses préférences, ses goûts, il définit les tendances sociales, il supervise des pays entiers. Le problème, c'est que ces entreprises chinoises ne sont pas réellement compatibles avec les valeurs occidentales, que ce soit en termes de liberté d'expression, liberté individuelle, etc. Et ce mouvement de BlackRock d'aller aussi en Chine peut entraîner la destruction des valeurs occidentales, en permettant au PCC d'influencer encore plus l'économie et la politique mondiale qu'il ne le fait déjà. Ok, jusque-là, d'accord, BlackRock, il s'immisce partout, il a beaucoup d'argent, etc. Mais il y a encore une zone d'ombre, c'est pourquoi c'est si important, pourquoi BlackRock est si dangereux et pourquoi il vous touche. En 2018, Larry envoie une lettre à tous les clients et les investisseurs BlackRock. Dans celle-ci, il leur pose un avertissement. Si vous voulez continuer à utiliser nos services, vous devez contribuer au développement de la société ou vous risquez de perdre notre soutien. Ajoutant, la société exige que les entreprises tant publiques que privées servent un but social. Déclaration très pertinente venant d'une entreprise qui finance littéralement la persécution des musulmans les plus faibles et l'emprisonnement de la population chinoise. Déclaration encore plus pertinente venant d'une société qui investit dans une dictature liberticide qui menace le monde occidental. Donc, concrètement, Larry Fink dit que si vous voulez encore utiliser les services de BlackRock, vous devez vous plier à leurs conditions. Si vous faites ce qu'il dit, vous pourrez continuer à avoir les investissements de BlackRock et gagner encore plus d'argent. Et grâce à ça, il tient par les couilles toutes les grandes entreprises qui veulent gagner de l'argent et améliorer leur rendement. En leur disant maintenant vous faites sous mes conditions ou vous n'accédez pas à mon fonds d'investissement. Et c'est comme ça qu'il a réussi à court-circuiter les gouvernements. Il a très clairement la position d'un chef d'État au pluriel, car il peut maintenant contrôler toutes les entreprises dans lesquelles il met son pied. Et il va influencer donc la société et l'économie à travers des entreprises et non plus un gouvernement. Donc un chef d'État qui n'a pas été élu par le peuple. Bon, déjà que l'idée est dérangeante, quelles peuvent être ces conditions? Je vous présente le score ESG, qui signifie Environmental, Social, Corporate Governance. C'est un score qui permet d'évaluer les entreprises en fonction de différents critères. Avoir un bon score ESG permet d'avoir accès à plus d'investissements et gagner plus d'argent. Avoir un mauvais score ESG vous empêche d'accéder à des investissements, vous humilie et donc vous ne pouvez pas participer à cette opportunité. Si vous mentionnez par exemple que vous êtes une entreprise durable et écologique, vous pouvez améliorer votre score, vous êtes plus investissable. Mais le score ESG est calculé sous beaucoup de critères pour savoir si l'entreprise respecte l'environnement, qu'elle a de bonnes relations avec ses employés et si
vous mettez en avant la diversité dans la catégorie sociale, etc. Et ces critères, surtout sociaux, sont subjectifs, basés sur une idéologie et suivent un certain agenda politique. Et concernant les critères écologiques, bon, quand les entreprises qui profitent de ce score sont par exemple Nike qui exploite des enfants et des camps de travail forcés, et Apple qui sort un nouvel iPhone chaque année, je pense qu'on peut facilement faire du greenwashing. Ou même si vous êtes un réseau social, faire taire toutes les opinions politiques controversées vous aidera à obtenir un score ESG élevé. Mais ce score ESG est plus profond que ça en a l'air, et c'est aussi pour ça que par exemple, vous voyez tous les ans en juin, les entreprises changer leur photo de profil. Ils s'en foutent un peu du Pride Month ou quoi. C'est simplement pour augmenter ce score. On pourrait parler encore de beaucoup de choses comme ça avec ce score ESG. C'est par exemple pour cette raison que nous pouvons voir de plus en plus de films Disney où l'inclusivité et le fait de remplacer des personnages d'origine blanche par des personnages de couleur existent. C'est pas simplement parce que Disney soutient réellement la cause, mais c'est surtout pour faire plaisir aux investisseurs. Et d'un point de vue spectateur, on se retrouve avec de plus en plus de films et séries moyens, voire nuls, sans saveur, et où on sent que l'inclusivité est le seul argument. Je trouve personnellement que ça dessert plus la cause qu'autre chose, parce qu'en plus de montrer des personnages qui sont de plus en plus caricaturaux, ça montre un signe très fort. Au lieu de nous présenter des divertissements autour de ces cultures, que ce soit africaines, arabes, etc., il remplace des personnages qui étaient de base blancs par des personnages de couleur. Tout ça pour les points ESG. Ils permettent de pousser cette idéologie, mais si ça se trouve, ils ne sont même pas en accord avec. Ce qui les intéresse, c'est juste l'argent. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils continuent malgré les flops. Netflix est dans sa pire forme depuis des années, l'empire Disney s'effondre entre Marvel, Star Wars, etc. Mais ils continuent car ils peuvent continuer d'avoir les investissements. Et c'est là qu'on touche au problème du score ESG, c'est que si vous n'êtes pas forcément d'accord avec les termes de ce score, vous ne pouvez rien y faire parce que ce score dicte la majorité des entreprises parce qu'elles veulent les investissements de BlackRock. Et de base, ce genre de direction, ce sont des lois et des réglementations imposées par les pays, par les gouvernements et par du coup l'État, qui est censé dicter comment une entreprise peut fonctionner dans l'écosystème du pays en question. Et ce sont les citoyens qui sont censés élire ces chefs d'État qui voteront ces lois. Mais plus maintenant, et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui on dit que l'État ne sert plus à rien, il n'a plus aucun pouvoir, contrairement à BlackRock qui décide un petit peu comme il veut de la société et de la culture. Larry Fink et BlackRock ont apporté des aides conséquentes durant les crises, et ça fait de l'humain un sauveur et de l'entreprise une référence en matière d'économie, à tel point que même les gouvernements traitent avec BlackRock. Par exemple, Emmanuel Macron qui l'a reçu à 4 reprises à l'Elysée et Matignon, pour parler de la réforme des retraites et du plan économique à adopter. De même, Larry Fink a pas mal aidé l'Ukraine ces derniers temps, et le chef d'État ukrainien Volodymyr Zelensky s'est mis d'accord avec le PDG de BlackRock pour coopérer, dans le but de reconstruire le pays. Peut-être que Larry Fink lui-même se voit comme le grand PDG de la planète. BlackRock est tellement présent, a tellement de pouvoir, que le terme Circular Ownership lui a été attribué. C'est-à-dire que des sociétés partagent avec d'autres, elles le partagent forcément avec BlackRock par voie de conséquence. Avec BlackRock, on ne parle même plus de capitalisme, on parle d'hypercapitalisme. C'est-à-dire qu'il y a une telle concentration de pouvoir qui repose seulement sur BlackRock que certains en viennent même à remettre en question ça. Pire, à pointer les dangers. Et l'un des dangers justement, c'est que s'il y a une crise des marchés, l'entreprise entraînera tout le monde avec elle. Et ça, c'est ce qu'on appelle un risque systémique. Parce qu'aujourd'hui, qui serait vraiment capable de redresser le bateau s'il coulait? Il tient le monde par les couilles et on ne peut pas espérer sa chute car cela voudrait dire que le monde entier chuterait en même temps. Très clairement, même si ça a peu de chances d'arriver, si BlackRock s'écroule, économiquement ce serait la plus grande crise moderne possible. Et aussi BlackRock a une vraie influence sur vous. Parce que oui, que vous le croyez ou non, avec une telle omniprésence, cette société a forcément une influence sur vous. Quand on sait dans toutes les entreprises avec lesquelles il travaille, il y a forcément une entreprise qui a un lien plus ou moins direct avec vous. Ne serait-ce que par les réseaux sociaux par exemple. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'elle est appelée la banque de l'ombre. BlackRock a un doigt sur tout, partout et même sur vous. BlackRock est l'une des principales raisons de pourquoi on ne peut plus forcément acheter une maison comme nos parents pouvaient le faire, que le monde est aussi fracturé et divisé que jamais, et aussi pourquoi les entreprises qui sont trop grosses pour couler définissent la société des années 2020. Et nous ne vivons plus sous un capitalisme du marché libre, mais sous un système de socialisme pour les puissants qui suivent l'idéologie de BlackRock. Pour moi, cette vidéo, c'est montrer comment fonctionne le monde et comment certaines sociétés peuvent avoir plus de puissance que des États carrément. C'était Louis, au revoir.